Bonjour, d'accord. Bon, alors on est presque 20 personnes à faire le webinaire. Bienvenue à toutes. Alors, je me présente, je suis docteur Anna Malafré, je suis la gynécologue d'Institut Marquès à Barcelone. Je suis spécialiste en PMA et aujourd'hui, on va parler de la fécondation in vitro avec don d'ovocytes et surtout, une question qui se pose beaucoup, que c'est quel est le traitement et comment sélectionnons-nous les donneuses? D'accord? Si je réussis. Ouais. Alors, on va parler un peu aussi de quand est-ce qu'il faut penser à un don d'ovocytes. Et surtout, la première raison pour laquelle on pense à un don d'ovocytes, c'est quand il y a le facteur de l'âge de la femme. D'accord? Ce n'est pas lui tout seul le responsable de penser à un don d'ovocytes, puisqu'il peut y avoir beaucoup d'autres raisons. Mais la réserve ovarienne, c'est le principal marqueur de la fertilité féminine et celui-là, il est très lié à l'âge de la femme. Mais c'est vrai que parfois, l'âge des ovaires d'une femme ne correspond pas toujours aussi à l'âge biologique et aussi qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle a tellement augmenté jusqu'à 90 ans, 95 ans, qu'on a tout retardé un peu dans la vie parce qu'on priorise notre formation, le travail, la recherche d'une ou d'un partenaire. Et il y a le temps qui passe et on ne s'en rend pas compte. Et après 35 ans, il faut penser qu'il reste déjà plus qu'un 10% de la réserve ovarienne. Et pour savoir un peu quelle est la réserve ovarienne, on tient compte beaucoup, d'un côté, du comptage des follicules en trop, que le comptage des follicules en trop, c'est un peu, pour le dire d'une façon, c'est combien de follicules nous montre tous les mois l'ovaire. Et lié à ça, il y a la valeur de l'AMH, que c'est l'hormone antimullérienne. Alors, plus on avance dans l'âge, plus le taux de naissance diminue, parce que les ovocytes eux-mêmes, ils ont des troubles chromosomiques et ça fait qu'ils se trompent lorsqu'ils se divisent, les embryons. Et d'autre côté, les ovocytes diminuent. Il y en a de moins en moins. Alors, si vous voyez dans le premier graphique, on voit que quand on garde nos propres ovocytes, mais on avance dans l'âge, le taux de nouveau-nés va diminuer. Et après 40 ans, ça devient vraiment difficile d'arriver à avoir une grossesse au terme, d'accord? Et on est ici autour de 10%. Par contre, l'utérus, lui, il n'est pas tellement affecté ou impacté par le facteur H. Et si on part sur un don d'ovocytes avec un ovocyte qui a moins de 35 ans, entre 18 et 34 ans, on voit que le taux de grossesse se maintient. Et ça, c'est très, très important, non? De bien comprendre que le facteur ovocytaire est primordial quand on parle du taux de grossesse. Quand on pense à nos ovocytes, on voit aussi qu'au fur et à mesure que l'âge avance, le taux de fausse couche, comme je vous disais, va augmenter. Et les deux choses ensemble, le taux de fausse couche qui augmente et le taux de grossesse qui diminue, ça fait qu'à un moment donné, ça devient difficile d'arriver à notre désir d'aboutir à une grossesse au terme. Déjà, l'espèce humaine, on n'est pas une espèce qu'on se reproduit très bien, d'accord? Parce qu'à 25 ans, la probabilité mensuelle de grossesse évolutive, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un rapport au bon moment dans la nature, on n'a que 20% de tomber enceinte. À 35 ans, on n'a que 8%, et à partir de 38 ans, on n'a que 3%. Et pourtant, à 38 ans, on se sent et on est très jeune encore et on a plein de choses à faire, mais déjà pour la fertilité, ça commence à devenir compliqué. Et pour bien comprendre, on a cette image des embryons. Ça, c'est les embryons. Une fois on a mélangé les spermatozoïdes et les ovocytes. Et c'est une image très claire pour qu'on comprenne bien l'impact de l'âge dans les ovocytes, dans la santé des ovocytes. Vous voyez qu'avant 35 ans, il y a à peu près entre 25 et 30% des embryons qui sont malades, entre guillemets, qui ont des troubles chromosomiques, ce qu'on appelle aneuploïdie. Et ça augmente rapidement à partir de 37 ans.
À 35-37 ans, on est 40-60%, plus ou moins. Mais après 38 ans, c'est plus probable de tomber sur un embryon qui a eu un problème chromosomique ou un souci chromosomique, plutôt que sur les verts, que ça serait ceux qui sont en bonne santé. C'est vrai que ce n'est pas le seul marqueur qui joue dans le taux de réussite, parce qu'après, il y a aussi les mitochondriels maternels. Mais comme vous voyez, plus on avance dans l'âge, plus difficile c'est de trouver le bon embryon. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est pas non plus, c'est pas seulement de trouver le bon embryon en couleur vert qui est en bonne santé, mais aussi la quantité. C'est très rare qu'à partir de 40 ans, 42 ans, on ait d'une seule ponction ou avec un seul traitement 10 embryons AJ5 en stade de blastocyste. C'est très compliqué parce qu'aussi, à la base, il y a des soucis et parfois ils se bloquent sur le chemin, ils ont des troubles entre J3 et J5 et ça devient de plus en plus difficile. Alors, c'est comme un facteur, c'est plusieurs facteurs qui vont faire que c'est difficile de devenir maman après 40 et quelques ans. Alors, heureusement, on a une technique qui peut nous aider à matérialiser nos rêves parce que finalement, être maman, c'est beaucoup plus que la génétique et c'est un rêve qu'on veut accomplir, c'est porter le bébé, c'est le faire grandir. Et on a ici la FIV avec le don d'ovocytes. Alors, pourquoi faire recours à un don d'ovocytes? En Espagne, la loi du don de gamètes, elle date de 2006, donc on a beaucoup d'expérience. La loi, elle encadre très bien le don de gamètes et c'est très sérieux. Et donc, c'est une technique qui est devenue optimale pour les patientes qui ont un souci avec ses propres ovocytes. Comme je disais, soit pour une raison d'âge, ou parce qu'on est face à une ménopause précoce ou à une insuffisance ovarienne prématurée, ou bien pour des troubles génétiques ou bien héréditaires, on a une faible réserve ovarienne qui fait très difficile de mettre en place le traitement. Mais c'est aussi une technique très importante à tenir en compte qu'on a fait plusieurs essais de fécondation in vitro et on n'a pas réussi. D'accord? Il y a plusieurs études qui disent qu'après 4 tentatives de FIV, ben, il faut réfléchir et voir si c'est le cas où il faut changer quelques gamètes. Et aussi, c'est une technique à laquelle on peut faire appel quand il y a eu des traitements oncologiques avec la chimiothérapie qui peut-être, ils ont endommagé les ovaires parce que c'est des traitements agressifs et on n'a pas pu faire une préservation de fertilité auparavant. Ben, le don d'ovocytes, dans ce cas-là, c'est aussi une technique à laquelle on peut faire recours. Alors, le processus de la FIV avec le don d'ovocytes, on peut faire de 2 façons, d'accord? Aujourd'hui, on sait qu'il y a 2 façons de faire un transfert, d'accord? Il y a le transfert en frais, que c'est une façon qu'on fait avec la donneuse, qu'on va rechercher, et la patiente qui va faire le traitement, ben, on peut synchroniser les cycles des deux personnes pour essayer de faire le prélèvement des ovocytes et au bout de 5 jours, faire le transfert chez la patiente avec un embryon en frais. Aussi, d'autre part, on a vu que chez les patientes qui ont une faible réserve ovarienne, qui ont au-delà de 40 ans, mais quand même, elles ont des cycles naturels, on peut essayer de faire un transfert dans un cycle naturel sans traitement. Et aussi, il pourrait y avoir quelques avantages comme la protection de la prééclampsie. Il y a des techniques qui ont le même taux de réussite, qui marchent très bien, et c'est deux techniques qu'on peut parler avec la patiente et décider laquelle nous convient mieux cas par cas. Il faut savoir que le don d'ovocytes, tout le traitement de la stimulation, c'est la donneuse qui va la faire et la patiente, son traitement à elle consiste en préparer l'endomètre. Donc, il n'y a pas de piqûres journalières,
il n'y a pas de contrôle à faire tous les 2 jours, il n'y a pas de bloc opératoire, et il n'y a pas d'anesthésie. D'accord? Il y a juste à faire le transfert au bon moment, avec un embryon de bonne qualité, issu d'un don d'ovocytes et un sperme de partenaire ou un sperme de donneur selon le cas. Et une fois on a créé ces embryons, on va le transférer dans l'utérus de la patiente avec un très bon taux de réussite. Puisque parmi toutes les choses qui existent, celle qui joue le poids le plus important, c'est toujours l'âge de l'ovocyte, l'âge de l'œuf. C'est pour ça que le don d'ovocytes, c'est une technique qui est très importante à connaître et qui peut nous aider beaucoup à accomplir nos rêves. Comme vous voyez sur ce tableau-là, c'est nos résultats à la clinique Institut Marquès. Ben, quand on part sur un don d'ovocytes, on a une moyenne de blastocytes de bonne qualité autour de 3, ce qui veut dire 3 tentatives pour faire 3 transferts. Si on réussit du premier coup, ben on aura 2 embryons peut-être pour un futur, pour un deuxième bébé. Si ça ne marche pas, ben pour une nouvelle tentative. Par transfert, déjà, on a un taux de réussite autour de 65%. Ce qui est très élevé parce qu'il faut penser aussi que le taux de fausse couche est très petit puisqu'on est face à un ovocyte de moins de 35 ans. Et après avoir transféré tous les embryons qu'on a créés avec un même cycle, on arrive à avoir des taux de réussite de 91%. D'accord? Ce qui veut dire que c'est une technique qui marche vraiment bien, qui permet d'avoir ce bébé en bonne santé qu'on a désiré. Et que c'est vrai qu'il y a toujours un tout petit peu pourcentage de femmes que c'est des cas plus compliqués, qu'il faut toujours personnaliser, mais en général, c'est une technique que quand on a beaucoup cherché, beaucoup essayé avec nos propres ovocytes et pour la raison X, ça n'a pas marché, mais on peut penser à faire un appel à un don d'ovocytes. D'accord? Parce que vous voyez que le taux de naissance vivante, quand même par cycle, ça arrive aussi à 77,8%. Et avec un sperme de donneur à 84%, ce qui est très, très élevé tenant compte de la nature humaine. Alors, une question qui se pose beaucoup, surtout quand je suis en consultation, c'est qui sont les donneuses et pourquoi elles font un don? Alors bon, à Barcelone, et en général en Espagne, mais surtout à Barcelone, c'est une ville très cosmopolite où on peut trouver tous les phénotypes. Par la loi en Espagne, il faut essayer de chercher une donneuse qui vous ressemble, d'accord? Surtout du côté du phénotype, couleur de cheveux, couleur de yeux, un peu la forme du visage, couleur de la peau. Et il faut essayer de respecter aussi la même origine, d'accord? Alors pour ça, à Barcelone, il y a tous les phénotypes. Un don, c'est aussi un peu culturel, donc il n'y a pas de liste d'attente. Comme je vous disais, la loi, elle encadre et protège aussi très bien les donneuses et c'est un don anonyme, c'est volontaire et c'est altruiste. Donc, c'est un peu altruiste, ça veut dire d'aider quelqu'un d'autre. Quand les donneuses, elles font un don et quand elles passent les entretiens, on vérifie toujours qu'il y a la motivation altruiste lorsqu'elles font ce don. Et aussi, elles passent plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous avec un médecin, avec une psychologue, aussi avec les infirmières, pour vérifier qu'il n'y a pas d'antécédents médicaux et familiaux importants, pour vérifier qu'elles sont en bonne santé, qu'il n'y a pas de maladies sexuellement transmissibles, et à niveau génétique aussi, on vérifie les maladies plus importantes et plus obligatoires par la loi, les plus fréquentes, avec un karyotype normal. Alors, que toutes les donneuses, elles ont passé un bilan médical complet, très strict, et pour qu'elles puissent faire ce don d'ovocytes, la plupart des fois, un don d'ovocytes en frais. Alors, comment on sélectionne les donneuses? Ben, comme je vous disais, une des caractéristiques les plus importantes pour la sélection de la donneuse, c'est la caractéristique physique et psychologique aussi. Nous, à Institut Marquès, après je vais vous en parler, on a la possibilité de faire un test psychologique pour essayer de faire aussi un matching psychologique. On leur fait un bilan sanguin, on fait une étude gynécologique pour vérifier aussi la réserve ovarienne, qu'il n'y a pas de soucis dans les ovaires. On vérifie le karyotype normal, on fait les tests génétiques.
les sérologies pour les maladies sexuellement transmissibles et aussi les tests psychologiques. Et une des particularités de la clinique Institut Marquès, c'est le matching de personnalité qu'on offre aux patients pour faire avec la donneuse. On sait qu'il y a une partie du caractère qui peut être un peu héréditaire. Donc, la procédure du matching, c'est très minutieuse et c'est personnalisé cas par cas. Alors, on vous propose de faire un test psychologique qui va nous donner 4 caractéristiques de façon générale, mais quand même très importantes. Et on va vous dire si on est plutôt sensible et créatif, si on est plutôt calme et pratique, ou plutôt énergique et impatient, ou peut-être proactif et impulsif. Et comme ça, on peut essayer aussi de faire le matching un peu du point de vue tempérament, que c'est un peu la partie héréditaire du caractère. Alors, pour faire un don d'ovocytes, surtout, comme je vous ai dit, il faut signer un consentement éclairé. C'est gratuit, c'est formel, c'est confidentiel. Il faut respecter l'anonymat et c'est toujours un acte altruiste. Une autre option qu'on a, si par exemple on doit faire appel à un double don ou on veut peut-être seulement faire un transfert d'un embryon, c'est l'adoption ou l'accueil d'embryons. Alors, en 2004, ici à la clinique Institut Marquès, on a lancé le programme d'adoption d'embryons qui est pionnier au niveau mondial avec tous les embryons congelés qui ont été donnés ou mis à disposition du centre pour aider les autres familles ou les autres femmes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tous les embryons sont issus d'un ovocyte qui a les mêmes prérequis comme si c'était un don d'ovocyte. Donc, le taux de réussite, c'est aussi très élevé, c'est 57,1%. En plus, comme je vous ai dit qu'il faut bien tenir compte que c'est cas par cas, parfois on a besoin d'autres techniques supplémentaires qui peuvent aider aussi à augmenter le taux de réussite. Alors, important et fondamental, c'est le transfert en stade de blastocyste, AJ5 ou AJ6. On a beaucoup plus d'informations. C'est un embryon qui a sauté des étapes critiques entre J3 et J5, ce qui va nous augmenter le taux de réussite, ce qui nous permet aussi d'éviter les grossesses gémellaires, que c'est toujours un danger pour la femme. C'est un risque pour les bébés et pour la patiente. On a l'embryoscope, que c'est l'incubateur là où les embryons ils vont se développer, ils vont faire son évolution et qui est très important puisque pour les biologistes, c'est très important car ils peuvent faire un suivi 24 heures sur 24 heures en ce qui concerne les embryons. On voit comment ils se divisent. Ils ont un suivi dans la ligne du temps. Pour les embryons, on ne les dérange pas. On est capable de faire son suivi à travers la caméra vidéo. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de changement de température, de lumière, d'oxygène, d'humidité, ce qui crée une atmosphère très stable et ça améliore les taux de réussite. Et pour les patients, on a l'embryo mobile, que c'est un lien où on peut faire le suivi des images jour à jour de nos propres embryons. Et ça, c'est aussi très important, c'est un acte de transparence et de partager vraiment toute l'émotion et tout le développement des embryons depuis le premier jour. Après, dans des cas particuliers, dans le don d'ovocytes, ce n'est pas si fréquent, mais aussi dans la FIV avec nos propres ovocytes, si c'est le cas ou pour une maladie génétique ou pour un facteur masculin ou pour quelques raisons, parfois il faut faire le test génétique préimplantatoire. Le test génétique préimplantatoire, comme vous voyez ici, c'est prélever quelques cellules pour les analyser et vérifier que l'embryon est en bonne santé. Et cette technique-là, elle est surtout utilisée lorsqu'il y a des fausses couches à répétition. Ça nous proportionne une information très précieuse par rapport à la qualité et à la bonne santé de l'embryon du point de vue chromosomique. Et aussi, cette technique du test génétique, on peut la faire à J5 et parfois on peut la faire à J3.
et on a le résultat en 48 heures sans congeler les embryons. Mais il y a aussi un autre test, que c'est le test génétique, aussi par rapport aux maladies récessives. Et c'est un test qu'on peut faire sur la donneuse, sur le partenaire ou sur le donneur et vérifier qu'il n'y a pas de mutation coïncidente et diminuer le risque d'avoir un bébé avec un trouble génétique récessif. Et c'est aussi un test qui, c'est important de connaître. Bon, ici, on voit un embryon AJ5, on voit un embryon qui est très joli. Donc, dans 90% des cas, nous, on transfère un seul embryon, comme je vous expliquais, pour éviter les risques pour la santé. Ici, vous voyez l'embryoscope. Comme on peut le voir de chez nous, l'évolution jour à jour de nos embryons, AJ1, AJ2 et AJ3. Et puis, je vais vous laisser une petite vidéo de la clinique. Alors, si je réussis à le mettre en route, vous me disiez s'il y a quelques soucis. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En qué momento exacto empieza la vida de un ser humano? Pues yo creo que la vida empieza cuando una mujer sola, un hombre solo o una pareja que se ama sienten el deseo de tener un hijo. Esta clínica, ¿cómo la hemos hecho? Es como si haces la lista de bodas 20 años después de casada. Sabes muchísimo más lo que quieres, lo que vas a utilizar, lo que realmente importa. Y la hemos hecho así, pensando en el paraíso del embrión. La música para mí es una de mis pasiones. Las notas musicales se escapan del pentagrama y se marchan a buscar la vida al laboratorio. Un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones y además saben que el embrión que hemos transferido es un embrión precioso y que los que hemos congelado también. Los embriones no duermen igual en un hotel de una estrella que en uno de 5. Las instalaciones del laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Si estás seguro de que haces bien tu trabajo, puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen. Además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. Esto pues, nos ha animado a hacer el Erotic Personal System. Quiere decir que aquí hay un buffet de todo tipo de cosas que les puedan gustar para tener una mayor erección. Desde las revistas hasta las pantallas de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, páginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores que se conectan y cuando la actriz de la película pues actúa, el
Consolador le hace lo mismo al varón. Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño tiene su árbol con su geolocalización y además es una zona protegida para que nunca talen ese árbol. Muchas mujeres que dicen, yo no sé si quiero una donante de óvulos. Y yo les digo, bueno, hay muchas mujeres que no quieren un hijo de cualquier forma. Pero como empieces el proceso, no cuando nazcas, sino el primer día que oiga su corazón latiendo dentro de ti, ¿de quién va a ser? Tú le das la vida. Bon, alors, je vous remercie de votre attention. Le webinaire arrive jusqu'ici. J'espère qu'on pourra se revoir si jamais vous avez besoin d'un rendez-vous. Je reste à votre disposition. Je vous laisse ici le mail pour envoyer si vous avez des questions ou vous voulez prendre un rendez-vous. Vous pouvez écrire à contact@institutomarquez.com. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.